RTI 1 vous informe. Bonsoir à tous et merci de suivre ce dernier rendez-vous de l'information. Il s'est tenu ce jeudi 1er août 2024 un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. La rencontre était dirigée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs projets de loi ont été examinés, des projets de décret passés au peigne fin. Le résumé de la rencontre en ouverture d'édition. Le vice-président de la République a représenté ce jeudi à Nouakchott le chef de l'État Alassane Ouattara. Timoko Melit Kone participait à la cérémonie d'investiture du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, réélu pour un second mandat de 5 ans. Et puis, clôture à Abidjan de la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays. Les deux ministres des Affaires étrangères ont salué le dynamisme des relations entre Yamoussoukro et Dakar. On démarre ce journal avec les activités du président de la République. Alassane Ouattara a présidé ce jeudi un conseil des ministres. Une vingtaine de points étaient à l'ordre du jour, dont 14 au titre des mesures générales, 12 projets de décret, 6 communications et 2 projets de loi. Il y avait aussi des mesures individuelles de nomination. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Au palais présidentiel ce jeudi, le dernier conseil des ministres avant les vacances gouvernementales. 20 points à l'ordre du jour, dont 2 projets de loi, le premier portant sur la ratification de l'accord portant création de la BIRS en Côte d'Ivoire. La présence de cette banque dans l'environnement national des affaires offrira notamment à notre pays des opportunités nouvelles de mobilisation de ressources additionnelles pour le financement de l'économie nationale et de grands projets de développement. Autre projet, celui du Code de l'assainissement et du drainage pour fixer le régime des eaux usées pluviales. Il prend en compte les conclusions des études récentes relatives au secteur ainsi que les normes nouvelles définies par les conventions internationales pertinentes pour fixer le régime des eaux usées, des eaux pluviales et le régime de protection des dispositifs public d'assainissement et de drainage. Au nombre des projets de décret, un coup d'accélérateur à la filière riz. Le Conseil a adopté un décret portant approbation des contrats de cession des actifs industriels et de location des terrains et bâtiments composant les unités industrielles de transformation de riz de 10 localités dans le cadre d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et 10 opérateurs économiques. Ces 10 unités industrielles, d'une capacité de transformation de 5 tonnes de riz par heure, ont été réalisées par le gouvernement avec l'appui de Exim Bank Inde dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la filière riz. Elle amorce un maillage industriel de 30 unités prévues en vue d'assurer la couverture des besoins en consommation avec une production nationale de riz blanchi de bonne qualité et à même de garantir des stocks de sécurité nécessaires. Les 10 unités industrielles de transformation opérationnelle seront installées dans les villes de San Pedro, Daloa, Vavois, Touba, Saïwa, Ferkessédougou, Bundiali, Adzopé, Séguéla et Dimbokro. Le Conseil a aussi adopté 3 décrets de ratification, dont celui portant sur l'élimination du mercenariat en Afrique, celui portant sur le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour la protection des droits de l'homme, et celui de la convention de crédit de plus de 72 milliards de francs CFA pour le financement du projet Abidjan Intermodalité, appuyé par l'AFD. Ce projet s'inscrit dans le cadre des initiatives prises en exécution du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, le SDUGA, et prévoit notamment un réseau de transport public multimodal, massifié et intégré, composé d'une ligne de métro,
d'un réseau de bus rapides transit, le BRT, et d'un réseau lagunaire renforcé. Il comprend la construction de 32 pôles d'échange multimodaux et la réalisation de 180 points d'arrêt dans le Grand Abidjan en vue de renforcer l'intégration des différents modes de transport, de sécuriser les déplacements, de limiter l'impact des arrêts intempestifs sur la circulation et d'améliorer la qualité de vie des populations. Autre secteur visité, les conditions d'accès à la profession d'intermédiaire de transport de marchandises. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, 2 décrets portant sur les règles générales d'identification des animaux, des propriétaires et des locaux, ainsi que les règles d'installation et de fonctionnement des fermes d'élevage. Autre point clé au titre du ministère de la Culture, les modalités de circulation des biens culturels, désormais soumis à une procédure administrative obligatoire en vue de garantir la sécurité de leur circulation. L'exportation de biens culturels à partir de la Côte d'Ivoire est assujettie à l'obtention d'un certificat d'exportation délivré par le ministre chargé de la Culture. De même, l'importation de biens culturels en Côte d'Ivoire fait désormais l'objet d'une déclaration préalable. Sur le plan de l'économie, malgré un démarrage mitigé, les perspectives sont bonnes à l'horizon des prochains trimestres. 3 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires sont désignés, Diabaté Aziz Abdallah pour l'Allemagne, Gléco Kwasi Filbert pour le Cameroun, Kwadioko Nambertin pour le Gabon. Sur le plan des mines, l'État s'est engagé par une signature de convention, le partage des blocs avec la société Eni. À la suite des négociations concluantes entre le gouvernement et la société Eni Côte d'Ivoire Limited, le Conseil a donné son accord pour la signature des contrats de partage de production portant sur les blocs CI 504, CI 526, CI 706 et CI 708. Ces contrats prévoient un investissement minimum de 80 millions de dollars US sur les 4 blocs pétroliers correspondant à 48,5 milliards de francs CFA, soit 12,1 milliards par bloc au cours de la première période d'exploration de 3 ans. Avec une recrudescence à 40% du VIH pour la tranche 15-25, le ministère de la Santé s'engage à renforcer la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Au cœur de l'actualité, la situation d'Adjamé Village, le porte-parole se prononce. Le gouvernement a tendu la main. Nous sommes dans une démarche apaisée au nom de la cohésion, au nom de la paix sociale. C'est une pêche à saisir. Le gouvernement annonce la célébration de l'an 64 le 7 août prochain à Grand-Bassam. Le prochain conseil, lui, est annoncé pour le 5 septembre 2024. Je vous le disais également en ouverture de cette édition, ce jeudi 1er août 2024, le vice-président de la République a pris part à la cérémonie d'ouverture d'investiture du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Timoko Melet Kone représentait le chef de l'État Alassane Ouattara à cette cérémonie. Il avait à ses côtés le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo et des membres du corps diplomatique ivoirien. La cérémonie s'est tenue au palais des congrès El Mourabitoun de Nouakchott, une cérémonie en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président sénégalais, gambien, bissau-guinéen et tchadien. Le président réélu a promis de mettre l'accent sur la lutte contre la corruption et l'autonomisation des jeunes. À la suite de cette investiture, le vice-président de la République, Timoko Melet Kone, a regagné Abidjan en fin d'après-midi. Il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par des membres du gouvernement. Fin des travaux de la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. 2 jours durant, experts ivoiriens et sénégalais ont examiné les instruments de collaboration. Au total, 12 projets d'accord ont été conclus à l'issue de la rencontre. Les précisions de Sidonie Davila. Les travaux de la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-sénégalaise se sont achevés sur une note d'espoir, avec l'approbation de 12 nouveaux accords. La famille, la femme et l'enfant
Dans le domaine économique, en matière de coopération judiciaire, où nous avons 4 projets qui sont proposés, portant sur l'extradition, la coopération en matière civile commerciale, l'entraide judiciaire et le transfèrement des condamnés. Nous avons aussi un projet d'accord dans le domaine de la jeunesse. Le premier constat général que nous avons fait lors de nos travaux était celui d'un déficit de mise en œuvre des conclusions et des différents accords qui ont été conclus. Cette commission mixte se tient en application des très hautes instructions de nos 2 chefs d'État. Durant ces travaux, les experts ivoiriens et sénégalais ont passé en revue diverses questions dans plusieurs domaines d'activité. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont exprimé leur souhait de voir tous les aspects de leur coopération se renforcer. La mise en place d'un comité conjoint de mise en œuvre et de suivi des décisions issues de cette grande commission mixte est une preuve évidente. Les ministres des Affaires étrangères se sont réjouis de ce nouvel élan dans la coopération entre les 2 pays. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes félicitations aux experts sénégalais et ivoiriens pour la qualité de leurs travaux dont les résultats nous donnent entière satisfaction. Je me réjouis tout particulièrement de la prise en compte des hautes instructions données par nos 2 chefs d'État, ici à Abidjan au mois de mai dernier, en ce qui concerne plusieurs domaines stratégiques. Je voudrais insister sur la mise en œuvre diligente des conclusions auxquelles nous sommes parvenus, notamment en matière de mutualisation de nos politiques et moyens d'action dans les secteurs clés de notre développement économique et social. Nous avons ensemble la lourde responsabilité de lever tous les défis qui se présenteront au travers de notre chemin et de rendre effectives les décisions prises pour le plus grand bien de nos peuples. Les engagements pris à cet égard sont rassurants quant à l'avenir de notre coopération. Au terme des travaux de la 10e session de la Grande Commission mixte ivoiro-sénégalaise, les 2 ministres ont procédé à la signature des accords de coopération. Et sur un tout autre plan, la présidente de la Cour constitutionnelle a reçu ce jeudi en audience au siège de l'institution le président de la Cour de cassation. La rencontre entre Chantal Nanaba Camara et Yua Kofi s'inscrit dans le cadre de la coopération institutionnelle et le renforcement des liens entre ces 2 plus grandes institutions judiciaires de notre pays. En 2025, une délégation ministérielle luxembourgeoise est attendue à Abidjan. Est également en cours de validation la signature d'une convention de collaboration entre le Conseil économique et social CES du Luxembourg et le CESEC de Côte d'Ivoire. C'est l'essentiel des acquis de la mission économique du docteur Eugène Akaouele au Luxembourg. Plus de détails avec Walter Amadou Ouattara. La Chambre de commerce de Luxembourg accueille cette 2e édition de Go International Day, un événement sélectif qui permet à 200 entreprises de faire la promotion de leurs services afin de fructifier leur business au plan international. L'économie luxembourgeoise est très petite et très ouverte et donc il faut tout faire pour promouvoir les relations économiques avec le monde entier. Et donc là, on travaille dans un partenariat très dense pour faciliter la prise de contact des entreprises avec des partenaires étrangers au niveau international. Pour le consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Luxembourg, ce forum est une réelle opportunité qui laisse entrevoir des partenariats commerciaux. Les échanges entre le Luxembourg et la Côte d'Ivoire sont encore timides aujourd'hui, mais il y a beaucoup de perspectives. On peut dire en toute franchise, il y a déjà entre 20 et 25 entreprises qui sont en début de relations économiques et commerciales avec des partenaires ivoiriens. C'est en développement. Conduisant cette mission économique, le docteur Eugène Akaouele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a fait des plaidoyers. Il faut que le Luxembourg et la Côte d'Ivoire renforcent leurs échanges économiques. Le vice-premier ministre a annoncé qu'en 2025, une délégation ministérielle viendra en Côte d'Ivoire. Après la Chambre de commerce de Luxembourg, cap est mis sur le tout nouveau siège du Conseil économique et social du pays qui fait partie des 6 membres fondateurs de l'Union européenne. Une possible coopération est annoncée.
Bien évidemment, nous sommes toujours ouverts au dialogue et à un échange fructueux pour les deux parties. En ce qui concerne une coopération plus poussée, et nous allons bien évidemment soumettre cette proposition à notre assemblée plénière qui sera souveraine pour prendre des décisions définitives. Depuis le 29 février 2020, le transport public, à savoir tram et bus, est gratuit pour tout le monde au Luxembourg. On s'intéresse maintenant de très près aux festivités de l'indépendance de notre pays qui auront lieu dans quelques jours. C'est le 7 août 1960 que la Côte d'Ivoire devient une république indépendante après avoir été une colonie française pendant les 67 premières années de son existence. Dans ce reportage que je vous propose de voir maintenant, le service politique et actualité internationale de la rédaction de RTI 1 nous explique les enjeux et les défis de cette liberté acquise de haute lutte. Un focus de Koulibaly dans un commentaire d'Alexis Ouedraogo. L'indépendance d'un pays, c'est son accession à la souveraineté. C'est-à-dire que ce pays n'est plus soumis à l'influence, l'ingérence ou encore moins à la dépendance politique de notre État. La Côte d'Ivoire a accédé à la souveraineté après une longue lutte politique face à la France. Le sens majeur, c'est de permettre à chacun de s'arrêter, de faire une introspection et puis de se projeter à nouveau en termes de perspective. Parce que la marche du pays ne s'arrête pas. Il est bon que de temps en temps, on fasse un bilan et qu'on redémarre. L'indépendance, c'est un événement marquant pour un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est la commémoration de l'accession de ce pays à la souveraineté nationale et même internationale. C'est un événement qui permet d'avoir une pensée pour tous ces pionniers qui ont positionné notre pays à ce niveau. C'est vrai que l'indépendance, si c'était la commémoration à une certaine époque de la souveraineté acquise de haute lutte, mais moi je me permets de dire aujourd'hui que c'est la commémoration de la souveraineté assumée. L'indépendance appelée en droit international souveraineté internationale est le principe de base des relations entre États. Elle se réfère au droit exclusif d'un pays à prendre ses décisions sans ingérence. Mais comme toute liberté se termine là où celle de l'autre commence, cette indépendance a des limites, notamment du fait des organisations supranationales. La cérémonie officielle sera donc à Bassam, présidée par son Excellence Alassane Ouattara lui-même, et sur ses instructions, la fête sera éclatée sur toute l'étendue du territoire et conduite, présidée par ses représentants locaux qui sont les préfets et les sous-préfets dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire. L'État indépendant garantit par son fonctionnement un niveau de vie décent à ses populations, à l'exemple du programme Côte d'Ivoire solidaire mis en œuvre par le président Alassane Ouattara. Un rassemblement majeur qui ne saurait se tenir sans un minimum de dispositions sanitaires. Et justement, la 8e édition de la Semaine nationale de la propreté a démarré aujourd'hui même et va s'achever un jour avant la célébration de la fête de l'indépendance. Le lancement officiel s'est déroulé dans la commune d'Atekoubé, une initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. On regarde le film du coup d'envoi avec Grace Kando. La Semaine nationale de la propreté, une tradition. Cette édition 2024, la 8e du genre, vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Atekoubé, choisi pour le lancement officiel par le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Population et commerçants ont été sensibilisés aux bonnes pratiques d'hygiène. Une initiative bien perçue par les riverains. Nous sommes tellement heureuses d'accompagner le ministère. Nous, la cité fermée, à Bon Village, on n'aime pas la saleté. La preuve, regardez le goudron, regardez les rues. Elles sont toujours propres. Seulement, c'est les caniveaux qui sont dirigés par d'autres passants qui jettent les ordures. Sinon, ici, il y a la propriété. En tout cas, nous, on adhère. En tant que présidente des femmes d'ici, nous allons mobiliser et sensibiliser nos femmes et nos hommes, nos enfants surtout, à ce qu'on puisse avoir des poubelles un peu partout, déposer nos ordures. Des actions soutenues par les autorités communales. Tous, nous sommes engagés. Nous avons déjà mis une équipe de salubrité
qui doit veiller au grain. Il faudrait que l'environnement soit sain. Il faut que tous ceux qui y vivent doivent avoir la bonne santé. La Semaine nationale de la propriété se tient chaque année à l'orée de la fête nationale. Cette année, le thème est gouvernement, forces de défense et de sécurité, population, tous engagés pour le respect du code de l'hygiène et de la salubrité. L'État s'est doté d'un code de l'hygiène et de la salubrité. Dans ce code, il est renforcé le pouvoir de police à nos agents. Dans ce code, désormais, nous travaillerons en étroite synergie avec les forces de défense et de sécurité. Et nous voulons alerter toute la population pour dire que désormais, tous les actes d'incivisme, tous les actes qui ne sont pas éco-citoyens seront réprimandés. Selon le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, la propriété doit être surtout l'amorce d'un profond changement de paradigme, un contrat social pour promouvoir la salubrité. Et c'est l'une des armoiries de la Côte d'Ivoire. Un éléphant a été aperçu aux abords de la route côtière ce jeudi matin au niveau de la forêt classée de Dacioko, à une vingtaine de kilomètres de Fresco. Pour l'heure, le pachyderme en promenade n'a fait aucune victime, mais les automobilistes et les riverains demeurent prudents. Selon des témoignages, ils sont plusieurs dizaines, voire des centaines d'éléphants qui vivent dans la forêt classée de Dacioko. L'Institut national de l'hygiène publique appelle au respect des mesures sanitaires. Face à la découverte de plusieurs cas de variole du singe, l'heure est à la sensibilisation. Il faudra éviter de manipuler les animaux sauvages, éviter également de consommer des animaux retrouvés morts. La manipulation de fluides biologiques corporels de personnes infectées est également interdite. On parle maintenant du FICOP, le festival interallié de la cohésion et de la paix, une initiative de la direction régionale de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté qui se tiendra dans la région du Bafing. En toile de fond, il s'agira de renforcer la cohésion et la paix entre les différentes communautés vivant dans la région du Bafing. Un reportage de Chris Diomandé dans un commentaire de Léon Bro. À l'aide de cornes d'animaux, ces instrumentistes fredonnent des chansons traditionnelles. À côté, des femmes aux couleurs de la tradition dansent actives pour accueillir les hôtes de la cérémonie. Nous sommes à Touba, à la deuxième édition du festival interallié pour la cohésion et la paix, en abrégé FICOP, une initiative de la direction régionale de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté dans le Bafing. Ce festival, qui est une occasion qui permet aux populations de se côtoyer pendant quelques jours dans la convivialité afin de renforcer la cohésion et la paix. Meuble aussi ce festival des défilés comme pour valoriser la tradition et la culture dans Maouka, Agni, Baoulé ou Gouro. Cette deuxième édition du FICOP surtout pour renforcer le vivre ensemble et la paix entre les peuples du Bafing. L'alliance, on dit alliance à plaisanterie. Nous on est ici, la Siatou. Ailleurs on dit le toupet. Le cousinage à plaisanterie. On insiste sur la plaisanterie parce qu'on veut que les rapports soient fluides et que nous puissions vivre ensemble. Le FICOP 2, c'est aussi des réflexions sur les alliances interethniques, la prévention des conflits et des rencontres sportives entre alliés. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, sera la première ville connectée de Côte d'Ivoire, une initiative du district autonome qui vient de mettre à la disposition des populations et des jeunes l'Internet gratuit. Le projet baptisé UIA est dans sa phase pilote avec 3 quartiers sur 7 qui sont déjà connectés. On en parle avec Eugène Atoubé. Entre le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et la jeunesse dans toutes ses diversités, c'est le « Je t'aime moi aussi ». Illustration, ce grand projet à son bénéfice baptisé Star City est implémenté dans la cité des lacs. Désormais, tous les jeunes de Yamoussoukro
ont un accès illimité à Internet et c'est gratuit. Dès que je suis arrivé à mon lieu de service ce matin, j'ai vu que mon téléphone signalait un truc, donc il rentre là-dessus, il voit UA. Il écrit dessus, c'est un Wi-Fi. Et la connexion est tellement rapide, on me dit mais qui a envoyé ce truc-là? On dit c'est le ministre gouverneur qui nous offre ça au 220, pour la jeunesse de 220 précisément. Vraiment, c'est une fierté pour moi de me connecter à chaque fois quand j'aurai des recherches à faire en cas d'un besoin de recherche sur une panne d'un véhicule. Pour l'heure, seuls 3 quartiers de Yamoussoukro sur les 7 ciblés sont desservis. Ce sont Millionnaire, Habitat et 220 logements Carrefour du Bonheur. Des secteurs avec lesquels s'ouvre la phase pilote du projet Star City. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, face aux journalistes, annonce sa volonté de démocratiser l'accès à Internet dans un contexte où le numérique devient une exigence. Le réseau s'appelle WIA, W-I-A. En baoulé, ça veut dire soleil. Nous voulons mettre le Wi-Fi à haut débit gratuit à la disposition des gens. Notre cible, ce sont les démunis et les élèves. Si vous avez un téléphone portable, si vous avez un ordinateur portable, si vous avez un PC chez vous, vous pouvez nous connecter. Et de Yamoussoukro, vous branchez sur la bibliothèque du Congrès aux États-Unis ou sur l'Institut national des archives à Paris. Donc c'est une ouverture de l'esprit qu'on veut apporter aux populations de Yamoussoukro. Augustin Thiam veut faire de Yamoussoukro, capitale politique, la première ville connectée de Côte d'Ivoire et de la sous-région. D'ici à 2025, rassure le ministre-gouverneur, tous les quartiers de la Cité des Lacs seront connectés au Wi-Fi haut débit. Le président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, annonce de grands projets pour sa région. Le programme triennal 2025-2027 adopté par les conseillers régionaux est quant à lui estimé à 7 milliards 153 millions de francs CFA. Plusieurs missions d'imprégnation hors du pays sont également prévues pour un meilleur développement de la cité. On retrouve la correspondance d'Ami Sissoko. C'est le centre culturel Ouamignon de Korogo qui a accueilli la 2e session du conseil régional du Poro, présidé par Fidel Sarasoro. Au cours de cette session, le point des missions autorisées par le conseil a été fait, entre autres celle des États de Delaware et Californie aux États-Unis. La mission de Californie à l'initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a été l'occasion pour le Conseil de s'imprégner des innovations technologiques dans la Silicon Valley, l'entre de la pointe de la technologie, et surtout de nouer des contacts avec des entreprises et instituts de recherche afin d'identifier des opportunités pour le Poro. C'était une mission très fructueuse et nous envisageons très prochainement des visites d'entreprises américaines de Californie dans la région du Poro. L'autre mission dans l'État de Delaware vise à tisser des partenariats entre le Poro et les structures privées et universités spécialisées dans l'agriculture, l'élevage, l'irrigation, la gestion des déchets, l'énergie et la construction des logements sociaux. La mission a permis d'identifier des partenariats possibles qui vont déboucher d'ailleurs sur la signature d'une convention qui a été approuvée au cours de cette session. Et au mois de septembre, il y aura une mission d'hommes d'affaires de l'État de Delaware qui viendront ici à Korogo et dans le Poro explorer avec nous des opportunités d'investissement direct. Au-delà de ces 2 missions, les vice-présidents du conseil régional étaient aussi en mission de consultation avec les populations. Objectif, identifier leurs besoins et retenir les priorités. Des priorités qui font l'objet du plan triennal adopté ce jour, constitué d'actions et d'opérations pour un investissement de 7 milliards 153 millions de francs CFA, dont 7 milliards pour les infrastructures et 153 millions de francs CFA pour les actions. On ouvre maintenant le chapitre politique de ce journal. Le rendez-vous du RHDP, la nouvelle tribune du parti au pouvoir, était hier mercredi à son 3e numéro. Face à la presse, son porte-parole principal, Kobena Kwasi Adjoumani, a exposé sur la politique sociale du chef de l'État des actions dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'électrification, des actions qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations. Les précisions de Moussa Konaté. Politique sociale du RHDP, quel bilan depuis la cession au pouvoir du président Alassane Ouattara?
À ce troisième numéro de la tribune Les Rendez-vous du RHDP, le porte-parole principal du parti rappelle des actions menées dans divers secteurs. Au titre de l'accès à l'électricité, 1694 localités ont été électrifiées, 612 794 branchements faits et près de 4 millions de ménages ont bénéficié de la baisse du tarif social. En matière de construction d'établissements sanitaires de premier contact, de 1960 à 2011, la Côte d'Ivoire en comptait 1910. De 2011 à 2024, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en a fait construire 936 supplémentaires. À cela s'ajoute la revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Déblocage des avancements indiciaires gelés depuis 1988. Reprise des avancements d'échelon et de classe tous les 2 ans. Promotion de personnel du grade A4 au grade A5 à A7. Paiement du stock des arriérés de salaire issus du paiement échelonné des mesures actées de 2009, évaluées à 35 milliards chaque année. Le porte-parole principal du RHDP rassure. Le chef de l'État Alassane Ouattara demeure fidèle à ses engagements à améliorer les conditions de vie des populations. On poursuit avec le bureau exécutif national de l'Union des femmes du RHDP qui renforce les capacités de ses membres pour mieux préparer la présidentielle de 2025. Le parti des oufouettistes a décidé de donner des éléments de langage à ses militantes. Plusieurs d'entre elles ont été outillées sur l'organe qui les fédère. Le compte-rendu d'Éric Goré. Elles sont motivées et déterminées, debout. Ces femmes de l'UFRHDP, Union des femmes du Rassemblement des oufouettistes, ne lâchent rien. À 1 an, quelques mois de l'élection présidentielle. Objectif, créer un cadre d'échange entre les membres du bureau exécutif national et leurs représentantes régionales. Ces représentantes régionales renforcent leurs capacités sur le parti et les principes du RHDP. Savoir transmettre les messages à la base et transmettre fidèlement les mots d'ordre pour une implantation plus accrue du RHDP sur tout le territoire ivoirien. Une rencontre qui a vu la présence de plusieurs leaders des femmes du Rassemblement des oufouettistes, dont Kandia Camara, vice-présidente du RHDP. Quand on va à une élection, on cherche à faire le plein avec déjà nos voix. Mais vous n'allez pas vous arrêter rien qu'aux militaires ou aux militantes du RHDP. Il faut aller à l'assaut de ces 8 12 000 électeurs. Faire en sorte que la très grande majorité, il faut les mobiliser pour aller faire le bon choix. Arlette Badou, présidente de l'UFRHDP, est confiante pour la suite. La vision du bureau exécutif national se décline sur ces 3 volets. La mobilisation renforcée par le recrutement de nouvelles adhésions. L'encadrement, c'est la mise en place de nos structures de base et de pouvoir faire des comités de base femmes. Pour atteindre cet objectif qui vise à conserver le pouvoir d'État, l'Union des femmes du RHDP a procédé à la remise des lettres de nomination aux représentantes régionales. Elles sont donc investies et mises en mission pour le triomphe du parti des oufouettistes en 2025. La coordination du RHDP de la commune de Cocody, dirigée par Éric Tabat, a initié dimanche dernier un séminaire de formation à l'attention de ses membres. Ces derniers ont été édifiés sur l'organisation du parti, son idéologie et le processus de révision de la liste électorale des militants qui ont été invités à s'engager véritablement pour une victoire à la présidentielle de 2025. Khalil Diomandé pour le compte-rendu. À 15 mois de l'élection présidentielle, la coordination du RHDP de Cocody met les week-ends à profit pour renforcer les capacités des militants.
Les formateurs passent au peigne fin 3 modules essentiels, notamment l'organisation du RHDP et son idéologie, le modèle de militant et les stratégies pour réussir l'opération de révision de la liste électorale. 2025, c'est maintenant. C'est important que le militant sache comment son parti est organisé et c'était également très important de dessiner le profil du militant idéal. Nous leur avons demandé de se tenir prêts à s'inscrire sur la liste électorale et également à encourager tous les Ivoiriens, leurs proches, à s'inscrire effectivement sur la liste électorale. Un militant qui n'est pas formé est un danger pour son parti. Et cette formation permet de nous concentrer sur l'essentiel. Nous voulons la victoire en 2025, un coup KO. En mission hors du pays, le coordonnateur principal du RHDP de Cocody, Éric Tabat, participe au séminaire par visioconférence. Pour lui, comme pour de nombreux militants, la formation est édifiante. Je suis persuadé que le renforcement de nos capacités à travers ces 3 modules permettra à notre coordination de donner le meilleur d'elle-même afin d'atteindre l'objectif commun qui est la victoire du RHDP à l'élection présidentielle de 2025. Je pense que nous sommes très outillés. Nous avons tous les arguments et nous sommes prêts pour convaincre nos amis à venir nous rejoindre pour que nous puissions bâtir cette Côte d'Ivoire prospère que nous souhaitons tous. Pour la prochaine révision de la liste électorale, la coordination du RHDP de Cocody ambitionne de faire inscrire environ 16 000 nouveaux électeurs. Un défi que les militants galvanisés se sont engagés à relever. Et on termine ce journal hors de nos frontières avec la Turquie qui a coordonné ce jeudi à Ankara un échange de 26 prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, parmi lesquels figure le journaliste américain Ivan Gershkovich, a annoncé la présidence turque. 10 prisonniers dont des mineurs ont été transférés en Russie, 13 en Allemagne et 3 aux États-Unis, précise la présidence turque. Dans son long communiqué, elle précise également que les services de renseignement turcs ont mené cette opération depuis le début du processus de négociation jusqu'au moment final où les échanges ont eu lieu. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Je vous dis bonsoir et à très vite sur RTIA.